sur ce 11e webinaire qui est organisé par l'Observatoire des Ambroisies, porté par Phodon France, en lien avec le ministère de la Santé et le CNFPT. Donc ce matin, on accueille Heinz Müller-Scharrer, qui est professeur et directeur de recherche à l'Université de Fribourg, en Suisse, et qui nous parlera d'Ophrella comuna, l'insecte qui mangerait l'ambroisie. Voilà, donc petite information technique, mais maintenant que vous êtes habitués, je pense, vous pouvez poser vos questions en bas à droite sur le chat, et les questions seront reprises après l'intervention d'Ens par Marie-Lo Mottet, donc sur à peu près 10 minutes. Voilà, donc le webinaire va durer au maximum une demi-heure. Et donc, je vais laisser tout de suite la parole à Heinz Müller-Scharrer. À vous. Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous raconte quelques détails de notre recherche qu'on a fait sur cet insecte, ce petit coléoptère. Excusez-moi encore mon langage, j'essaye le plus possible de parler pas trop vite pour que vous puissiez bien me comprendre. Alors, cet insecte, c'est une chrysomèle originaire de l'Amérique du Nord, qui s'appelle Ophrella comuna. En total, il y a 14 espèces de Ophrella, et puis tous sont d'origine d'Amérique du Nord. En Europe, il n'y a que cette espèce ici. Elle est très petite, comme vous voyez, 3 à 6 mm. L'insecte fait en Italie et au sud de la Suisse plus ou moins 4 générations. Au sud de la Chine, où cet insecte a aussi été introduit, l'insecte peut faire jusqu'à 6, 7 générations. Alors, c'est plus ou moins en Europe où l'insecte est maintenant une génération par mois pendant l'été. Il ponde des œufs en avril déjà, et puis, il a 3 stades larvaires. Vous les voyez ici à droite dans le petit dessin. Et puis après, l'insecte fait une pupe et puis un adulte. Et puis, ça se répète plusieurs fois. Après septembre, l'insecte arrête de pondre des œufs. Ils font encore une copulation. Et puis les femelles, quand ils hibernent, ils ont déjà des œufs fécondés. Et puis, comme ça, au printemps, ils peuvent directement commencer avec pondre des œufs après l'hibernation. L'hibernation se passe un peu dans le sol ou dans les feuilles séchées, enroulées, qui, pendant l'hiver, tombent par terre et puis elles restent comme ça. Alors, il a une très grande mortalité toujours pendant l'hiver. Et puis, ça commence avec une croissance exponentielle à travers les différentes générations. Alors, là, le plus grand nombre, on trouve en août. C'est là où il a les plus grands dégâts, donc, sur la population de l'ambroisie. Alors, il a beaucoup de trucs bénévoles de cet insecte. Et puis, je vais maintenant vous décrire 2, 3 de ces trucs positifs. D'abord, les dommages d'Ophrella sur l'ambroisie peuvent être très, très grands. Vous voyez ici, par exemple, la plante au milieu. Elle était trouvée par l'ambroisie, c'est au sud de la Suisse, au Tessin, peut-être il y a une semaine avant que j'ai fait la photo. Alors, la plante était déjà 1 mètre d'auteur. Et puis, vous voyez, dans une semaine, il n'y a plus rien qui reste. Ici aussi, vous voyez, aucune graine, aucun pollen qui va se faire une fois trouvé. Voyez, même, il commence directement à manger les fleurs, l'inflorescence mâle, où ils enlèvent directement ces petites fleurs. Deuxième, la propagation est super rapide. Vous voyez, on pense que l'insecte est atterri
à travers l'aéroport Malpensa vers Milan, et puis après commence à se propager vers le sud de la Suisse, et puis plutôt dans la région de la Lombardie. Et puis vous voyez maintenant jusqu'en 2019, on l'a trouvé déjà en Croatie et puis en Slovénie. C'est-à-dire c'est plus ou moins la même niche écologique. Et puis là, vers l'est, il a aussi beaucoup d'ambroisie. Tandis que vers la France, il a les Alpes ici, et puis juste derrière le Mont Blanc, par exemple, il n'a pas d'ambroisie. Alors jusqu'à maintenant, elle ne pouvait pas encore traverser jusqu'à la région du Valais du Rhône. On pense plutôt qu'ils vont faire le chemin à travers de Cuneo pour arriver en France. On a fait beaucoup d'études. Cette carte ici montre les régions en noir ici où on pense la plus grande abondance de cet insecte. Alors, vert, c'est la niche de l'ambroisie. Tout ce qui est rouge, type rouge, c'est la niche de Ophraella. Et puis le plus foncé, le plus d'abondance, on a calculé avec des modèles pour Ophraella, et donc aussi le plus grand impact. Et puis, comme on voit déjà où il s'est atterri, aussi dans l'Est, en Géorgie, on pense que là, les dégâts seront les plus grands. On a calculé ça à travers la température. Chaque 10 km sur 10 km, chaque cellule, on a comparé à la température pour voir combien de générations ça peut produire. Et puis, on a aussi mesuré l'humidité relative parce que, par exemple, en Hongrie, c'est très chaud pendant l'été. Ils peuvent faire beaucoup de générations, mais les œufs dessèchent. Alors, il y en a peu qui font le stade en larve. Il y a beaucoup de mortalité. Et puis là, on pourrait peut-être ajouter des insectes dans de certaines périodes pendant l'année pour compenser de cette mortalité à cause de la sécheresse. On a calculé après un peu l'influence économique de cet insecte, le potentiel. Et puis pour ça, on a eu beaucoup de stations échantillonnées qui mesurent le pollen tous les jours pendant des dernières années. Et puis on voit ici le nombre de graines par mètre cube dans l'air. Vous voyez de nouveau ici vers Milan, aussi Lyon, région, et puis surtout aussi dans le Balkan, où il y en a énormément beaucoup d'ambroisie. On a aussi fait un graphe pour la sensibiliser, pour les personnes sensibilisées de l'ambroisie, uniquement l'ambroisie. Et puis, vous voyez, les cartes sont un peu les mêmes. Là où il y a beaucoup de pollen, le pourcentage de la population sensibilisée est aussi plus haut. On a après identifié que la perte de pollen dans l'air est de plus que 80% une fois l'insecte est arrivé ici en 2013. En 2019, l'année passée, il y a de nouveau un peu plus de pollen parce que c'est mon explication. Il en a eu énormément beaucoup d'insectes fin 18 et puis il n'a eu plus rien à manger. Ça, c'est déjà fait en août. Ils ont plus ou moins tout mangé ce qui est possible dans la Lombardie. Et puis il y en a beaucoup qui sont morts parce qu'ils n'avaient plus de plantes hôtes. Et puis, ça prend un peu de temps. Cette année, de nouveau, j'ai vu beaucoup de bestioles déjà dans le mois de mai et avril. Alors, ça devrait de nouveau aller en bas pour cette année 2020. On a calculé après combien de générations cet insecte peut faire, avec quel nombre de dégâts, en pourcentage de réduction du pollen. Et puis, on a fait ce graphe ici. Si on prend tout ça ensemble, on a vu que l'impact d'Ophraella sera que plus que 2 millions de patients vont souffrir moins des allergies.
et puis ça fait une réduction des coûts de santé de plus d'1 milliard, en français, en anglais billion, d'euros par an qui sont gagnés avec cet insecte. Ici, on voit aussi les bénéfices économiques potentiels pour la France. On a fait une étude interdisciplinaire, vous voyez ici les auteurs, en collaboration avec ANSES, qui a demandé cette étude. Et puis, on a vu on a plus ou moins mis les dégâts observés dans Lombardie et puis les transférés dans la région Rhône-Alpes. Et puis en faisant ça, on a des données super détaillées sur l'influence de pollen d'ambroisie. Vous voyez ici, c'est des médicaments anti-allergiques, des consultations, arrêt de travail, alors absentisme. Et puis tout ça pris en charge si on calcule plus ou moins le même impact de l'insecte en Lombardie pour la région Rhône-Alpes. On a calculé, ça pourrait donner ça entraîne des coûts qui sont moins de 10 millions d'euros par an uniquement pour la région Rhône-Alpes grâce à cet insecte. Ok, c'était tous des trucs positifs, mais est-ce qu'il y a aussi des risques? Et puis les risques sont plutôt est-ce que cet insecte peut aussi manger le tournesol? Alors, dans notre quarantaine, je peux facilement faire que l'insecte va pondre des œufs sur le tournesol. Il se développe, ça fait des adultes. Alors, il peut faire une génération entière sur le tournesol. C'est pour ça que ANSES, donc le ministère responsable pour la France, ils ont initié une étude pour clarifier est-ce que les producteurs de tournesol, est-ce qu'ils doivent avoir peur? Alors, pour notre institut, là, on a fait avec quelques collaborations beaucoup de tests spécificité d'hôtes. Ça veut dire, normalement, on pense le plus proche une plante est taxonomiquement à la plante de cible, donc l'ambroisie ici, le plus le potentiel d'être attaqué par un insecte. Alors, tout proche taxonomiquement, il a justement les tournesols. Il a aussi pas mal de plantes ornementales, des cynias. Et puis, il a aussi d'autres plantes invasives, comme d'autres plantes dans le genre d'ambroisie. Ok, comment on fait ça? On fait des tests de préférence et puis des tests de performance. Je vais juste expliquer qu'est-ce que c'est. On commence d'abord dans des conditions contrôlées. Alors, c'était dans notre quarantaine. On met une petite boîte ici. On fait l'ambroisie avec le tournesol. On lâche des adultes et puis on va voir où est-ce qu'ils mangent et puis où est-ce qu'ils pondent des œufs. C'est-à-dire test de préférence. Aussi, si une fois une femelle a trouvé une journée un peu difficile et puis elle s'est trompée et puis elle a quand même mis des œufs sur le tournesol et puis d'autres espèces, est-ce que les larves peuvent se développer? Pour ça, on a transféré des petites larves dans des super petites cages ici sur les feuilles de beaucoup de plantes. Et puis on a regardé est-ce que la larve peut se développer. Ça on appelle performance. On a plus ou moins fait une cinquantaine de tests, 6 espèces d'ambroisie, des espèces ornementales, 4 variétés de tournesol, et puis pas mal d'espèces taxonomiquement proches, mais qui sont protégées dans quelques pays en Europe. On a fait la même chose aussi dehors. Ça, c'est au nord d'Italie, où on a planté, par exemple, des différentes variétés de tournesol. Là autour, il y a beaucoup d'ambroisie, et puis là, des millions de coléoptères de cette offraille-là.
On a voulu voir, est-ce qu'il commence quand même aussi à attaquer le tournesol ici? On a fait ça à 3 différentes périodes pendant l'année. La dernière était justement en août, où tout l'ambroisie a été mangé dehors. Il a eu des millions de bestioles. Et puis là, c'est le test le plus dur. Est-ce que là, il commence quand même à attaquer le tournesol? On a fait aussi pas mal de surveys. Alors, on est allé visiter des autres plantes. On a examiné pendant toute l'année 14 espèces endommagées en risque, donc qui sont protégées sur la liste rouge. En total, 20 espèces. OK. Le résultat, je viens juste après. La période maintenant, on voit aussi des études sur l'évolution. Alors, première question, est-ce qu'il a des plantes, des génotypes d'ambroisie qui sont un peu plus résistants ou qui peuvent développer une tolérance envers cet insecte? Pour ça, on a mis des cages ici, 2 mètres x 2 mètres x 2 mètres. On a mis beaucoup de génotypes de l'ambroisie dedans. Et puis dans la moitié, on a ajouté des milliers de cet insecte. Et puis on a regardé après une génération, maintenant on a déjà fait la 3e génération, on prend ces plantes, on récolte des graines de ces plantes qui sont dans des différentes cages, on les prend dans la serre chez nous, et puis on va voir maintenant est-ce qu'ils sont moins attaqués quand ils viennent des cages où il y a eu l'insecte. Et puis on voit en fait que la mortalité est plus grande si on transfère des insectes, si la plante vient des cages où il a eu le bestiole. Ça veut dire que dans quelque temps déjà, on a trouvé une sélection envers des plantes qui sont un peu mieux défendues. Et puis on voit un peu dans les cages, des fois, il y en a eu quelques plantes qui étaient complètement mangées, tandis que les autres, pas encore. La deuxième, c'était, on a voulu faire, est-ce qu'on peut créer une race qui préfère le tournesol? Est-ce que génétiquement, ça serait possible? Pour ça, on a fait des cages où on a mis 8 cages, on a mis beaucoup de tournesol dedans, et puis 4 cages comme contrôle avec l'ambroisie, et puis on a ajouté des milliers d'insectes dans chaque cage ici. Et puis on a voulu voir est-ce qu'ils peuvent survivre pendant combien de générations. Et puis on a fait aussi beaucoup d'études moléculaires toujours, c'est-à-dire que les bestioles qui survivent, on a voulu voir est-ce qu'ils sont génétiquement différents de ceux-là qui vont mourir sur le tournesol. De nouveau, nous avons pris les insectes qui ont survécu sur le tournesol. Et puis, on a de nouveau offert dans des tests de laboratoire, est-ce que ceux qui ont survécu sur tournesol, est-ce qu'ils sont capables maintenant d'attaquer plus le tournesol? OK. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé, plus ou moins? En fait, si un insecte vient par hasard, par accident dans une nouvelle région, pour la gestion, on a 3 différentes possibilités. Soit faire rien, voir qu'est-ce qui se passe. On peut essayer à éradiquer cet insecte avec des insecticides. Ou on peut, ce qu'on fait maintenant déjà pendant quelques années en Chine, on les multiplie et puis on va les lâcher dans la région où il n'y a pas encore cet insecte. Alors, en Chine, ils produisent 1 million d'insectes par serre par mois.
et puis les lâches. Ça, c'est un des projets qui a eu le plus de succès au niveau de la lutte biologique contre l'ambroisie dans le monde entier. Alors, c'est bien clair, si on fait ça, les bénéfices sont plus hauts, mais aussi les risques. Alors, où on est maintenant? Jusqu'à présent, nos résultats suggèrent que c'est plutôt des spillover effects. Alors, tous les insectes qui étaient dans les cages de tournesol ont été réduits énormément d'une génération après l'autre. Après 5 générations, tout le monde était mort. Pas du tout la même chose sur l'ambroisie. Et puis, quand on a pris ces insectes qui ont quand même survécu quelques générations, ils n'ont pas changé la préférence sur l'ambroisie. Alors, écologiquement et évolutivement, on pense que ça vaut la peine maintenant de effectuer des tests entiers à travers l'Europe pour pouvoir après disperser cet insecte. Après, basé sur nos études, la France, c'était le seul pays qui a pris ce statut de cet insecte un peu plus sérieux, seul pays, alors à féliciter, et puis qui ont décidé après qu'une fois l'insecte vient en France, on va faire rien. Parce qu'il a tellement beaucoup de déficits, et puis les dangers sont minimaux, et puis jusqu'à nul de tous les analyses qu'on a fait maintenant. Peut-être dans les discussions après, on peut encore discuter un peu là-dessus. Alors, quand même, pour dire, et puis ce qu'on dit toujours aussi sur notre webpage, il est interdit donc d'introduire un insecte qui vient d'ailleurs. Ça, c'est aussi le cas pour Ovraella. On devrait maintenant initier des études à travers l'Europe, que chaque pays va ajouter encore quelques espèces à tester, et puis on fait ce test en une fois. Et puis après, comme les insectes ne connaissent pas les frontières, ils ne doivent pas montrer un passeport pour venir de la Suisse en France, on devrait après pouvoir les distribuer à travers les stations où il a beaucoup d'ambroisie. Alors, il y a encore pas mal de documentation ici online, et puis je suis content maintenant de prendre vos questions. Merci bien pour votre attention. Merci Heinz. Donc vous pouvez écrire vos questions si vous en avez en bas dans le chat. Et moi je vais poser une première question. Donc tu avais dit que donc en 2019 les populations d'Ofraella Comuna en Italie ont beaucoup chuté, elles ont baissé. Et puis cette année tu en as vu beaucoup en avril et en mai. Oui. Ça veut dire qu'elles ont survécu comment? Alors en 19, il y en a eu beaucoup qui sont morts la génération précédente de l'hibernation. Ouais. Alors il y en a eu moins qui ont passé l'hiver. Et puis c'était clair que les populations étaient très basses en avril, mais il en a quand même eu. Et puis maintenant, ils se sont rétablis. Alors, je crois que je t'ai envoyé quelques photos au Piémont et puis aussi en Lombardie, on a de nouveau trouvé des cinquantaines d'insectes sur une seule plante. Alors je crois que dans les deux générations, c'était la deuxième génération maintenant, alors ils ont encore la possibilité de faire 2 en plus. Et puis si tout va bien, il a beaucoup d'ambroisie encore en Lombardie, il devrait de nouveau monter pour pouvoir vraiment réduire la production du pollen pendant la floraison. Donc pendant août et novembre surtout. Ok, merci. Alors une question, est-ce que ce sont les larves ou les adultes qui mangent l'ambroisie? Alors ça c'est le grand avantage, c'est les deux. Alors c'est vraiment comme une machine qui n'arrête pas à se nourrir.
Voyez, si on met un insecticide, même un insecticide systémique, euh, la plante pouvait quand même répondre, et puis avec cette immense capacité de faire des nouvelles tiges, des nouvelles feuilles, vous pouvez couper une plante au moins 2 fois, et puis elle va quand même produire le même nombre de graines et puis de pollen d'une plante qui n'a pas été coupée si elle pousse dans un sol fertile. Alors, c'est uniquement cet insecte qui mange du matin au soir, pendant quelques mois, chaque feuille qui est refaite par l'ambroisie. Quelqu'un qui a déjà vu l'ambroisie, et puis comment elle est plastique, ça veut dire elle a une réponse incroyable de croissance. Euh, c'est l'insecte est l'optimal pour répondre à ça parce que l'insecte continue à manger, 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 manger. En plein de génération. Et d'ailleurs, il y a une autre question. Donc, tu avais dit que quand vous avez fait les tests, les Ophrayella comuna n'ont pas réussi à vivre les 5 générations sur le tournesol, elles sont mortes. Mais les quelques générations qui ont réussi à survivre sur le tournesol, ça a fait des dégâts ou pas dessus? Oui, ils font, disons, on voit des dégâts, ils mangent un peu les feuilles, mais euh, aucun affect, aucun, aucun effet sur la récolte. Donc vous pouvez vous imaginer, disons, les producteurs de tournesol, ils ont peur les premiers 2, 3 semaines pour les pathogènes, pour les insectes. Mais après, une plante, ils ont des poils, disons, si un insecte pond des œufs, ils sont à 1 millimètre de distance de la plante, ils vont tous dessécher. Alors c'est super compliqué, même sur les variétés qui sont un peu moins de poils, de quand même pouvoir se développer. Alors ils font quelques dégâts un peu sur les feuilles, sur les bractées, mais comme ils n'attaquent jamais les graines, disons, le diamètre des fleurs de tournesol, donc de l'inflorescence, était loin d'être réduite. Ok. Alors, il a très peu de ces 1000. Après une génération, il a eu que 100, puis après, il a eu que 20, puis après, il a encore eu 4. Et puis après, on les a mis dedans pour voir quel type génétiquement maintenant s'est développé. Et puis aussi, est-ce que ceux-là, les peu qu'on a trouvés, est-ce qu'ils vont préférer le tournesol? Mais apparemment, non, ils ne vont pas préférer Il reste le sur tournesol. l'ambroisie. Oui. Ok. Une autre question. Est-ce que vous avez regardé s'il va sur l'armoise commune? Et encore une fois, Est-ce que vous avez regardé si Ophrayella comuna va manger l'armoise commune, Artemisia vulgaris? Artemisia vulgaris. Mhm. Ah non, non. Non. Ok. Une autre question. Est-ce que l'insecte est sensible aux insecticides actuels utilisés dans les cultures de tournesol? Disons, je ne sais pas exactement quels insecticides sont utilisés contre le tournesol, mais nous, on utilise 3 insecticides. On change tous les 2 semaines. Un, c'est mélange entre contact systémique, et puis le deuxième portion est seulement systémique. Alors, une fois on met le cocktail contact systémique, 2 semaines après, on met uniquement le systémique. Et puis, on a eu pas mal de succès avec ça. Donc, ça, on utilise pour réduire en plein champ l'insecte pour pouvoir le comparer avec les plantes non attaquées, avec les plantes attaquées. Puisqu'on a aussi remarqué que ces insecticides n'ont pas d'effet sur la croissance de l'ambroisie. Ça, c'est aussi important. Ok. Alors, il Alors, a des oui. insectes assez bien. Mais c'est un peu d'insectes standards, là. Je crois que je peux m'imaginer qu'au moins 1 ou 2 sont les mêmes qui sont utilisés dans le tournesol. D'accord. Il est déjà midi 3, donc on va peut-être prendre une dernière question. Il y en a encore beaucoup, mais bon, on va peut-être essayer d'y répondre après. L'insecte va-t-il arriver en France naturellement? Et si oui, quand? Euh,
J'espère bientôt, vraiment. Mais, mais je pense, moi je suis étonné que ce n'est pas encore en France parce que il est transporté facilement avec des véhicules. Voyez, nos étudiants, un qui a un peu des cheveux frisés, on a passé plus qu'une demi-heure pour nettoyer ses cheveux de cet insecte. Même quand on est dans l'hôtel, on a toujours plein tout partout. Alors, je suis vraiment étonné que ça n'a pas déjà été transporté. Une raison, c'est que à l'autre côté du Mont Blanc, par exemple, il n'a pas d'ambroisie. Alors, je crois qu'il doit plutôt prendre le chemin en dessus des Alpes vers Cuneo, Piémont, et puis arriver comme ça en France. Euh, oui, je dirais l'année prochaine, vous l'aurez. Ok, ouais, on verra. Peut-être que ça se trouve, il est même déjà là, mais qu'on l'a pas encore repéré parce qu'il n'y a pas encore de personnes qui savent le reconnaître. Oui, alors dès que quelqu'un voit, parce que les tekas, on voit de 5 mètres, on ne peut pas se Mm. tromper. C'est le seul insecte qui fait tellement beaucoup de tekas. Et puis, ça peut être une plante qui a déjà 1 mètre. Si l'insecte est là, on le voit tout de suite. Et Ok, puis, on ne peut pas se tromper. Alors, oui, on est super intéressé. C'est surtout les cultivateurs de tournesol qui ont encore une infestation d'ambroisie. C'est ceux-là que je crois qui sont très attentifs. Et puis, j'attends quelques nouvelles de ces types d'habitants, donc des cultures. ok, bon, eh ben, on verra l'année prochaine. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Heinz, on va s'arrêter ici parce qu'il est 12h05. Et puis, bah, Bruno H, je vais peut-être te laisser conclure le webinaire en annonçant celui de demain. Juste pour dire, si quelqu'un a encore des questions, vous pouvez toujours me lancer un email. Ok. OK. Et merci Heinz et merci Marilou. Et c'était très, très intéressant. Effectivement, je pense qu'il y aura plein de questions par rapport à ces développements futurs. Comme disait Marilou, eh ben, il restera demain un webinaire, un dernier webinaire sur la série de 12 sur l'ambroisie dans le monde. Voilà, donc il me reste à vous remercier pour vos interventions et pour votre participation.